Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde édition de Ask Me Anything d'Uniris. Bonjour Seb. Bonjour Virginie. Nous allons aborder aujourd'hui de nombreuses thématiques telles que la biométrie ou encore les événements, la gestion de la donnée et enfin évidemment le Yuko. Donc Seb, première catégorie, donc la biométrie. Il y a un de nos Uniraiser qui aimerait savoir si nous avons déjà avancé sur le dispositif biométrique et si le lancement, même si le lancement forcément est prévu en 2021-2022. Notre état d'avancement, est-ce que le prototype est fonctionnel, où on en est de ce niveau-là? Alors effectivement, le dispositif, c'est sûr que c'est un des atouts majeurs d'Uniris, mais là aujourd'hui notre préoccupation c'est vraiment la blockchain. Donc sur le dispositif lui-même, effectivement le prototype a avancé. On travaille avec des grossistes notamment sur la fourniture des composants. Il y a des embauches qui sont notamment en cours pour perfectionner un petit peu ce qui existe déjà. Par contre, soyons clairs, aujourd'hui notre priorité c'est de faire avant tout avancer la blockchain pour notamment faire gagner de la valeur UDUCO. Est-ce qu'on a déjà une petite idée du pays où sera industrialisé du coup le dispositif? Oui, alors pour le dispositif, en priorité, aujourd'hui, tout porte à croire qu'effectivement ce sera en France. Néanmoins, comme vous le savez, une partie de l'équipe est en Inde, donc c'est vrai qu'on a ces deux bassins qui sont très importants pour nous. Notre grossiste est en France, il y a des chances que, pour l'instant en tout cas, tout se passe en France. Au moins le temps de la mise au point. La première version devrait arriver fin 2021, début 2022, ce qui veut dire qu'il faudra compter 5-6 versions avant d'arriver à quelque chose de complètement miniaturisé et de vraiment complètement industrialisé. Et donc, est-ce qu'il y aura un produit MVP test? Pareil, donc il y a des chances que dans un premier temps, ce soit réservé à deux types de personnes, ceux qui ont bien sûr investi au départ dans Uniris, donc effectivement ça on laissera un petit peu l'accès à tout le monde. En Yuko, donc bien sûr ce sera pas accessible à partir d'euros ou de dollars. Et puis bien sûr il va falloir qu'on fournisse aussi les entreprises avec qui on discute aujourd'hui. Donc forcément on va être tiré plus fort par eux, mais on s'engage néanmoins au moins pour une partie à vous les mettre en priorité. Donc tu l'évoquais déjà un petit peu juste avant, mais est-ce qu'il y aura des partenariats prévus avec des fabricants internationaux pour distribuer le produit à grande échelle? Alors aujourd'hui on travaille d'abord avec les grossistes. Sur les fabricants, donc c'est vrai que alors pour ceux qui ont regardé un petit peu les brevets, ce qui est prévu, c'est effectivement que ce soit intégré dans des téléphones, des choses comme ça. Là, en toute honnêteté, on n'a pas encore commencé cette discussion avec les fabricants. Comment se passera la vente à terme? Donc tu l'as dit juste avant, il faudra forcément avoir des Yuko en Exactement. possession. C'est un peu l'écosystème. C'est-à-dire à partir du moment où ce qu'on met en produit, donc ceux qui voudront héberger un site web sur une blockchain devront acheter des Yuko. Ceux qui voudront avoir un dispositif biométrique devront acheter des Yuko. Le gros avantage, c'est d'augmenter la demande. Et quand on augmente la demande, effectivement, en même temps, on augmente la valeur. On a encore deux questions sur cette thématique, donc à savoir, que se passera-t-il si une personne, on l'avait déjà évoqué dans la vidéo précédente, mais c'est important de mettre l'accent dessus, si une personne se fait amputer du doigt ou de la main, donc comment après, à terme, elle pourra accéder à ces données? Alors la première partie, c'est que c'est pas un seul doigt. Donc effectivement, l'idée, c'est d'enregistrer ces 10 doigts. Bon, ça laisse quand même 9 doigts qui peuvent être coupés où on garde de l'accès. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Le deuxième point important, c'est que derrière le smart contract d'accès à partir d'un doigt, on va pouvoir aussi définir des personnes qui vont pouvoir faire le backup. Donc quelqu'un qui est marié pourra choisir son époux, son épouse pour dire bon effectivement si je ne peux plus m'identifier, dans ce cas-là, si je me suis pas connecté depuis 3 mois, dans ce cas-là mon époux, mon épouse va pouvoir accéder à mon wallet, ou tout simplement sur une clé Nano Ledger. Il y a vraiment 1000 façons de sécuriser dans Uniris. L'identité, c'est un wallet et avec plusieurs portes d'accès. Donc, il va y avoir les 10 doigts. On va pouvoir rajouter un téléphone. On va pouvoir rajouter un Nano Ledger. On va pouvoir rajouter une clé software. Et de l'autre côté smart contract, on va pouvoir s'assurer que, par exemple, pour un paiement de 1 million d'euros, dans ce cas-là, il va falloir une authentification biométrique. Par contre, pour aller payer sa baguette de pain,
bon, bah, 7 euros, bon, bah, il est peut-être, c'est peut-être suffisant avec un téléphone portable avec du NFC. C'est vraiment l'idée, c'est en gros d'avoir quelque chose qui est vraiment adaptable. Et en aucun cas, l'accès à la plateforme blockchain nécessite le dispositif biométrique. C'est le mieux de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a aucun autre mécanisme biométrique qui permet de s'affranchir du stockage des données. Ça, on est vraiment les seuls à faire ça. Néanmoins, bien sûr qu'on ne va pas limiter l'accès à la blockchain à ceux qui auront des dispositifs biométriques. Question et justement encore plus d'actualité aujourd'hui. Est-ce que votre prototype de reconnaissance biométrique est un dispositif sans contact ou est-il nécessaire de mettre un doigt au contact de l'appareil? Donc avec l'apparition, comme en ce moment on le sait très bien, du Covid-19, c'est un critère important pour qu'il soit accepté par le plus grand nombre et permettre son déploiement à grande ampleur. Alors techniquement, il y a deux choses. Aujourd'hui, on utilise la partie échographie. La partie échographie, c'est comme quand on va regarder un bébé à travers le ventre de sa mère. Il faut qu'il y ait un contact. Ça, c'est obligatoire. Par contre, on n'a pas que l'échographie. On a aussi la partie infrarouge. Donc, elle demande d'être assez près. Néanmoins, ça marche quand même à distance. Donc, quelques centimètres pourraient fonctionner. Néanmoins, on travaille aujourd'hui sur d'autres types de solutions qui permettent de s'affranchir de ce contact et qui permet effectivement de s'identifier de façon beaucoup plus, encore plus simple. Donc, d'autres nouveautés à suivre. Je crois savoir qu'il y a des brevets qui sont... Exactement, voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout parce qu'effectivement, dès qu'on en parle, on n'a plus le droit de breveter. Ça veut dire que c'est une rupture de secret. On a divulgué déjà quelque chose, donc c'est plus nouveau et donc on ne peut plus breveter. Donc, affaire à suivre. Ouais. Bientôt des nouveautés au sujet de la biométrie. Bon, jusque-là, c'est pour l'instant, on suit la roadmap et c'est en 2021 de toute façon qu'on aura exactement. Un prototype fonctionnel. On va passer à la deuxième catégorie, à savoir les événements. Est-ce que la participation au JO 2024 est possible? Et en quoi consiste la labellisation du coup pour les JO? Alors, pour les JO, il y a une information extrêmement importante qu'on a essayé de retranscrire dans le blog. Donc, n'hésitez pas à aller regarder comment on a expliqué la partie JO. On a été sélectionné par le comité stratégique de filière de l'industrie de sécurité. Donc là, il y a une centaine d'entreprises qui ont été sélectionnées en France et dans le monde pour pouvoir participer à tous les événements sportifs, à tous les grands événements qui vont rassembler du monde jusqu'au JO Paris 2024. Ça veut dire qu'entre-temps, s'il y a une manifestation de foot, du tennis, etc., à chaque fois, on fait partie, nous, des sociétés à qui on va demander des solutions. Donc là, typiquement, les dernières solutions qu'on a proposées se basaient bien sûr sur la blockchain, mais au lieu d'utiliser la partie biométrique, on utilisait directement des bracelets NFC. C'est un des exemples de cas d'usage, mais c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Donc les JO, oui, mais alors c'est bien plus grand que les JO, ça veut dire que c'est tous les événements. Bon, avec le Covid, c'est plus compliqué en ce moment. Néanmoins, effectivement, le marché est absolument gigantesque. Et avec tous les grands événements ont une renommée internationale qui permettent ensuite de pouvoir adresser d'autres pays en termes de vente et de déploiement de la solution. Au-delà des JO, est-ce qu'il y a des événements particuliers qui sont prévus au-delà Le comité stratégique de filière interdit de pouvoir communiquer dessus. Donc, encore moins dans une vidéo qui sera sur YouTube. Donc, effectivement, on va pas pouvoir donner de détails. Après, vous verrez ici ou là le fait qu'on parle un peu d'un sujet ou d'un autre, mais néanmoins, on n'a absolument pas le droit de parler de ça. Donc, au niveau de la gestion des données, un de nos Unirisers n'a pas compris comment on pouvait être garant de la RGPD. Il ne comprend pas le concept de générer en fait des clés à la volée qui se détruisent immédiatement. Ouais. Alors, pour faire simple, chaque doigt, dans la partie biométrique, va être associé à une clé. À cette clé va être associé des cadenas, qui sont en fait la clé publique générée à partir de la clé. Et enfin, à partir de la clé du cadenas, on va générer une adresse. Donc c'est cette adresse qui va permettre de retrouver l'endroit où débloquer le cadenas. Donc ce qui se passe, c'est que dans les données qu'on va prendre à l'intérieur du doigt, donc on va voir par exemple des bouts du réseau veineux, quelque chose qui sera vraiment unique pour chaque personne,
et qui va faire que pour une personne unique, il y aura une seule clé. Et donc, de bout en bout, une fois que la personne met son clé dans le dispositif, ça génère le cadenas et l'adresse. Le dispositif biométrique va aller chercher à partir de l'adresse ce qui a été chiffré avec le cadenas, l'ouvrir, donner à l'utilisateur accès à ces données, et ensuite détruire sa clé. Parce que comme à chaque fois qu'on remet le doigt, ça régénère la même clé, c'est en ça que nous, on n'a jamais besoin de stocker aucune donnée privée des personnes. C'est très clair. Merci. On espère que ça l'est pour vous également. Nouvelle question, est-ce qu'Uniris pourra dans le futur permettre de créer des applications type réseaux sociaux ? Oui, alors Uniris est conçu pour ça. C'est-à-dire que l'idée qu'on a de base, c'est de pouvoir remplacer toutes les applications qu'on a aujourd'hui, mais pouvoir les mettre dans ce réseau décentralisé et beaucoup plus sécurisé. Donc si demain, quelqu'un décide de créer un smart contract qui va remplacer Facebook, qui s'appellera Facebook 2, tout est prévu déjà, d'ores et déjà dans le réseau. Si demain, quelqu'un veut créer un Uber 2, il pourra le faire aussi à partir de smart contract. Tout ça sans avoir à divulguer d'informations personnelles. La problématique de divulgation d'informations personnelles, est liée à ce que veut faire l'utilisateur. Donc dans une blockchain, ça ne protège de base pas plus, simplement tout est chiffré à l'intérieur. Est-ce que c'est chiffré pour son collègue? Est-ce que c'est chiffré pour sa famille? Est-ce que c'est chiffré pour ses amis d'enfance? Ça reste toujours la question de l'utilisateur. Donc s'il veut utiliser les mêmes fonctionnalités de Facebook, de pouvoir aller faire des recherches, de regarder ses derniers achats sur Amazon, etc. Quelque part, ça existera toujours, mais ce sera pour le coup la vraie décision de l'utilisateur de dire ça je veux bien partager, mais ça je ne veux pas. Ou plus précisément, mes informations je les partage avec telle personne ou telle application, mais sans que ça puisse être pour le coup décidé uniquement par le réseau social lui-même. Certaines personnes se questionnent justement par rapport à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir sur Internet beaucoup d'escrocs qui vont utiliser les données, etc. Donc qu'est-ce qui nous prouve là avec l'utilisation d'Uniris en tant que réseaux sociaux, par exemple Facebook 2, que des escrocs ne vont pas agir sur la confidentialité sans jamais qu'on puisse les identifier. Ouais. Alors sur notre blockchain, on a deux fonctionnalités dont on vient d'avoir le brevet, extrêmement importantes pour ça. La première, c'est la réputation, et la seconde, c'est la certification. Donc pour toute personne qui va vouloir interagir et utiliser son nom en tant que valeur, donc là, on va pouvoir voir effectivement que Virginie dit que c'est une personne bien, Sébastien dit que c'est une personne bien, et donc voir un petit peu quelle est la réputation de cette personne à la fin. Est-ce que je peux l'accepter? Parce que comme je connais Virginie, qu'elle va faire attention que ce soit une personne correcte avant de donner son tampon, dans ce cas-là, effectivement, c'est utile. Pareil pour la certification. La certification, c'est plutôt pour dire je certifie que, par exemple, Google est bien l'émetteur de tel smart contract qui va permettre d'afficher tel site web. C'est deux parties extrêmement importantes parce qu'effectivement, on se retrouve devant un flot de données, un flot de pseudonymes, et si on n'a pas ces fonctionnalités-là, on a du mal à faire le lien avec le monde réel. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire c'est une espèce d'adresse book géant, et dans lequel les gens restent sur leur pseudonyme ou pas, et quand ils ne sont pas dessus, peuvent avoir effectivement tout un système de réputation qui va permettre de dire voilà mon background de réputation. C'est une sorte de scoring finalement. Voilà. Donc si quelqu'un demande, il a aucune réputation, vous demande de l'accepter, effectivement, ça vous permet déjà de savoir, bon, ok, il est connu par personne, il a créé son identité il y a une semaine. Enfin voilà. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire, pour le coup, ça devient time-stampé. On sait qui, quoi, quand. Ce qui permet aussi de remettre plus de confiance quelque part dans l'Internet qu'on essaie d'améliorer. Prochaine question, qui est une belle question. Je cite, « Je rêve d'un monde où l'on n'ait plus besoin de carte bancaire, de carte d'identité, de clé de voiture, de retenir des dizaines de mots de passe, de carnet de santé. Est-ce que votre blockchain, qui est certes plus performante que celle de Bitcoin, sur le papier, serait capable de pouvoir absorber et ou héberger
toutes ces données et les transactions qui en découlent au niveau mondial. Très bien. Donc effectivement, la question se décompose en deux parties. La première, c'est effectivement comment on remplace toutes ces clés, ces cartes d'identité, son carnet de santé. Donc ça, effectivement, c'est notamment par la partie biométrique ou par le téléphone. Mais effectivement, ça, on va dire, ça fait partie de la solution native d'Uniris. Et puis, deuxième partie sur le réseau. Uniris, là, propose le seul réseau aux capacités illimitées. Alors, ça veut rien dire et tout dire. Ce qu'on veut dire, c'est que plus il y aura de mineurs sur le réseau et plus le réseau sera capable de prendre en charge des transactions. En gros, ce qu'on a calculé, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais à partir de 10 000 nœuds, on arrive aux millions de transactions par seconde. Donc là, on arrive clairement à pouvoir gérer effectivement la personne qui rentre chez elle, qui envoie un email, qui va prendre sa voiture, qui va acheter sa baguette de pain. Là, en tout cas, ce réseau, spécifiquement, qui est un peu différent des autres solutions de blockchain, a justement cette capacité-là, à pouvoir quasiment intégrer un nombre illimité de transactions. Donc oui. Concernant la gestion de la donnée, c'était à peu près toutes les questions qu'on a eues. On va pouvoir passer au Yuko et notamment aux différents exchanges. Donc avec la première question, quand pourrons-nous espérer pouvoir l'échanger sur Binance et tout autre exchange du top 10 ? Donc là, la question fondamentale, c'est avec qui on va faire l'intégration. Donc là, si sur Binance, on utilise le RC20 pour s'interconnecter, ça veut dire que demain, on recommence tout le travail une fois qu'on a sorti la mainnet. Là, aujourd'hui, la profondeur de marché ne nécessite clairement pas d'être sur Binance aujourd'hui. Par contre, clairement, il va falloir qu'on y travaille pour la sortie du mainnet. Est-ce que le Yuko sera plus traçable que certaines autres cryptos qui servent notamment au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme ? Alors, oui, pour la personne qui va recevoir des fonds, elle va pouvoir effectivement avoir une idée des wallets par lesquels sont passés. Donc ça, il n'y a pas de blanchiment automatique. Donc effectivement, de ce point de vue-là, l'argent est plus traçable. Par contre, une chose à laquelle on a fait très attention, c'est qu'on garantit surtout la vie privée des personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est passé par la grand-mère et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire on peut tracer, comme sur le Bitcoin aujourd'hui, mais pas non plus que le Bitcoin. On en a parlé un petit peu précédemment du minage. Quand et comment il sera possible de miner ? Donc là, la première partie va arriver aux alentours de décembre-janvier. Donc on va envoyer en fait les premiers mineurs à certains unionizers qui ont été sélectionnés. Donc dès ce moment-là, il va y avoir du minage. Donc bien sûr, c'est l'AlphaNet. Donc effectivement, ça va pas spécialement rapporter de Yuko à la fin. Et c'est au moment de la sortie du mainnet. Là, le mainnet, pour exister, a besoin de son réseau de mineurs. Et c'est techniquement, à la sortie du mainnet, il y aura des mineurs. Et donc, c'est à ce moment-là que tout le monde pourra miner. Donc, on a une question d'un commerçant qui souhaiterait permettre à ses clients de payer leurs achats en Yuko. Est-ce que c'est envisageable et quelle sera la marche à suivre ? Alors, première partie, si c'est sur un site web, directement intégré via l'exemple qu'on a donné d'ailleurs dans le white paper, où effectivement on va pouvoir payer en Yuko, potentiellement d'autres monnaies, avec la gestion des stocks et tout ce qui va, le site web, la gestion du site web et ainsi de suite. Si on parle d'un commerçant physique, donc là effectivement il va falloir attendre, si on veut un paiement par biométrie, la sortie du dispositif biométrique. Par contre, comme on l'expliquait un peu tout à l'heure, si on se place dans les exemples, dans les cas d'usage qu'on donnait pour les événements sportifs, effectivement, ça pourra se faire par du NFC depuis un bracelet, depuis un téléphone. Donc là, effectivement, il faudrait qu'on réfléchisse pour sortir un terminal qui permet à partir de là de générer un paiement en Yuko. Mais effectivement, s'il y a un besoin, ça pourrait se faire assez rapidement. L'idée, c'est que surtout pour les startups, c'est toujours d'imaginer comment adresser le maximum de personnes avec le moins d'efforts. Donc clairement, c'est beaucoup plus simple de mettre un système qui va intégrer le paiement sur un site web que de devoir effectivement livrer quand même à chaque commerçant un terminal. Néanmoins, ça fait partie de ce qu'on s'est donné en objectif. Mais bon, là, de toute façon, la priorité, c'est la sortie du mainnet. Ok. Et donc, pour clôturer sur cette question, si je suis un commerçant et que je souhaiterais bénéficier de cette fonctionnalité à mes clients,
que ce soit, bon, du coup, on a compris pour le dispositif biométrique, il faut attendre encore un petit peu, mais si c'est via le site internet, il y a une marche à suivre particulière ou... Alors, tout ça, en fait, est en train d'être préparé justement sur la partie relation client. Donc là, aujourd'hui, on travaille plutôt sur la partie événements sportifs, sur comme on l'a annoncé dans WhatsApp. On travaille aussi avec des députés pour imaginer effectivement la démocratie demain quand il y a le Covid. Mais ça fait partie des choses qui sont en train d'être développées. C'est-à-dire comment on va pouvoir scaler, c'est-à-dire passer à l'échelle pour que ce soit déployé très rapidement partout et à moindre frais pour tout le monde. Ok. Voilà. Parfait. C'était la dernière question. Merci Seb. Merci Virginie. Et merci à vous de nous suivre et de nous poser vos questions. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous poser vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à m'envoyer un mail à virginie@uniris.io. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition. À plus tard. Après, je te dis, ah ouais, sans, tu vois. Ok, on recommence. Donc, ah putain. Oh putain. Je vais y arriver. 5 millième. Freeze, débile.